on a le droit d'être resté sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo grâce à nos plateformes numériques. Nous sommes là sur YouTube, nous sommes également sur Facebook. Suivez-nous également sur Twitter et aussi TikTok. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un peu crucial. On doit savoir réellement cette question du cancer. Eh bien, comment on peut avoir le cancer? Qu'est-ce qui est le cancer? Comment on peut découvrir qu'on a le cancer? Parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui tue beaucoup. Et la plupart des gens la découvrent en sa phase finale sans, je sais pas, connaître réellement cet phénomène. Raison pour laquelle ce matin, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme en matière, un spécialiste, Dr Peng Lub Benjamin. Avec lui, nous allons parler de cette question. Docteur, bonjour. Bonjour. La santé, ça va? Ça va bien, très bien. Pour les gens qui nous suivent de partout à la maison, qu'est-ce qu'on peut retenir du cancer? Alors, les cancers, c'est une maladie qui se caractérise par la multiplication désordonnée des cellules. Donc, tout être humain est composé de plus petites unités élémentaires que nous appelons les cellules. Alors, les cancers, c'est juste la multiplication désordonnée et anarchique des cellules. Et la différence avec les autres maladies, c'est que les cancers peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme humain. On a les cancers de l'œil, on a les cancers de la bouche, on a les cancers des os, on a les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers de l'estomac, les cancers du côlon. Et donc, toutes les parties du corps sont susceptibles de développer le cancer. Et chaque cancer est unique par son mode de dépistage et son procédé thérapeutique. Est-ce que vous constatez qu'il y a un problème de la communication sur cette question? Parce que la plupart des gens découvrent peut-être qu'il est atteint de la maladie justement à sa phase finale. Exactement. Ce qui est vrai, c'est que avant peut-être l'arrivée du chef de l'État, les questions du cancer n'étaient pas prises en compte réellement. Mais à l'avènement du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a donné des impulsions pour que le pays organise la lutte contre les cancers. Ce qui fait qu'en 2020, novembre 2020, le ministère avait créé un centre national de lutte contre les cancers, là où je suis coordonnateur technique donc, du centre national de lutte contre les cancers. Alors, notre pays, et comme la plupart des pays de l'Afrique centrale, connaît ce que nous appelons la transition épidémiologique. Donc, on découvre aujourd'hui beaucoup de maladies non transmissibles, entre autres les cancers, les diabètes, l'hypertension, prennent un peu de l'ampleur par rapport aux maladies transmissibles que nous connaissons. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la transition épidémiologique. Et ça reste tout un fardeau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CNLC est à sa 6e année d'existence. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont fournis. Mais la communication reste cruciale parce qu'il y a beaucoup de défis liés à la communication dans la lutte contre les cancers. Dans la lutte contre les cancers, quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition du cancer? D'accord, c'est une très bonne question. Les cancers, comme j'ai dit, c'est une maladie au niveau cellulaire. Donc, les cellules se réveillent un matin, ils commencent à se diviser en désordre. Ce qui crée même les masses, vous voyez, au niveau du sein. Plus il y a des cellules qui se multiplient. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Voilà. Parmi les facteurs, on a des groupes de facteurs. On a des facteurs modifiables que nous pouvons prévenir. Et il y a aussi des facteurs non modifiables. Je commence par les facteurs modifiables. Dans les facteurs modifiables, on a des facteurs environnementaux. Je donne l'exemple des rayons X, des rayonnements ionisants peuvent créer les cancers, les rayons X, les rayons utilisés dans la radiothérapie. On a aussi les rayons ultraviolets. Ce sont des facteurs environnementaux que nous pouvons qui peuvent être à l'origine du développement du cancer. Mais en dehors de ça, nous avons aussi certains produits chimiques qui sont produits par des industries dans
beaucoup d'industries, même le fumet de véhicules, la combustion, tout ça, ce sont des facteurs qui interviennent aussi dans la jeunesse. Voilà, l'exposition environnementale, il y a des questions. Avec les quartiers, par exemple, des Kingabo, par exemple, voilà. Il y a même et ces fumées-là ne sont pas même contrôlées. Ne sont même pas contrôlées. On va parler dans la prévention. Il y a aussi des facteurs biologiques. Il y a certains microbes, notamment certains virus, sont à l'origine du cancer. Notamment, il y a un virus, le mieux connu, qu'on appelle HPV. C'est un virus qui est à l'origine du cancer du col. Il y a aussi certains virus, comme le VIH aussi, créent une faiblesse immunitaire et produit est à l'origine de certains types de cancers. Ce sont des facteurs je parlais de facteurs environnementaux qui sont modifiables. Mais aussi, on a des facteurs comportementaux. L'alimentation aujourd'hui, l'alimentation malsaine peut conduire au développement du cancer. Nous avons l'obésité, les gens qui ont le surpoids. Il y a des mécanismes qui expliquent la survenue de beaucoup de cancers chez certaines personnes obèses. Il y a aussi l'inactivité physique, des gens qui ne font pas des exercices physiques, c'est aussi associé à la genèse, c'est aussi associé à la genèse du cancer. Mais il y a des éléments que nous connaissons tous qui est vraiment un facteur de survenue un peu plus prépondérant, c'est le tabagisme. Le tabagisme aujourd'hui est associé presque à la quasi-totalité de beaucoup de cancers aujourd'hui. Le tabagisme et la forte consommation d'alcool. Ce sont des facteurs que nous pouvons prévenir par la bonne sensibilisation. Les gens peuvent arrêter de fumer, les gens peuvent manger très bien. Donc, malgré ce n'est pas le cas. Mais ce qui n'est pas peut-être le cas aujourd'hui, mais il faut renforcer cette sensibilisation. Cette prévention primaire est très importante. Mais à part ça, il y a aussi d'autres facteurs qui sont non modifiables. C'est-à-dire, nous comme politique publique, santé publique ou gouvernement, on ne peut pas à tout prix limiter. Je donne l'exemple, les sexes. Il y a certains cancers qui sont liés au sexe. Je donne l'exemple... Non, ce n'est pas transmis par les sexes, mais je dis lié au sexe. Je donne l'exemple du cancer du sein. Il y a certains aspects génétiques, par exemple, chez les femmes, qui font que certaines femmes sont prédisposées à développer tel ou tel type de cancer. Vous voyez, donc il y a des facteurs génétiques où on ne peut pas, au niveau déjà de notre organisme, on est prédisposé à développer certains types de cancers. Il y a aussi l'âge. Certains cancers surviennent à l'âge avancé. On se dit que ce sont généralement des cancers qui sont liés à l'âge. Nous, on ne saura pas dire à quelqu'un de ne pas avancer en âge. Vous voyez, donc, on a des groupes de facteurs. Il y a des facteurs modifiables par la sensibilisation, la prévention, mais il y a aussi des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Là, c'est comme héréditaire. On accompagne. Il y a aussi des cancers héréditaires. Il y a la composante héréditaire. Dans une famille, il ne va pas avoir le cancer. Obligatoirement, l'enfant, peut-être. Exactement. Il y a des cancers qui ont une composante héréditaire, notamment les cancers du sein. Vous verrez que la maman a développé le cancer du sein, la fille, la petite fille. Quand vous faites les analyses génétiques, vous trouvez qu'il y a des gènes qui sont prédisposés pour ce type de cancer. Et là, il y a les conseils génétiques qu'on donne. Peut-être la femme sera suivie médicalement, mais au besoin, il y a certaines femmes qui décident, par exemple, qu'on enlève déjà ses seins bien avant qu'elles développent les cancers. Il y a aussi, c'est un grand problème, parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs jeunes filles qui en souffrent. Ils ont cette maladie-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, les cancers étaient considérés comme la maladie de personnes âgées. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène que nous appelons la juvénilisation du cancer. On se rend compte que l'âge de survenue du cancer baisse chaque 5 ans. Quand on fait les évaluations, on se rend compte que l'âge de survenue du cancer baisse. Et aujourd'hui, par rapport à la prévention, je parlais de facteurs de risque et qu'il faut absolument se prévenir de ça. Mais notre gouvernement a mis en place une politique pour la lutte contre les cancers. Entre autres, le dépistage. Le dépistage permet de découvrir le cancer au stade précoce de son développement, parce que le cancer n'est pas comme les autres maladies. Aujourd'hui, demain, vous développez, non. Dès l'apparition des premiers signes jusqu'au développement du cancer proprement dit, varie de 2
à 20 ans. Il y a certains cancers, il faut 15 ans. Et vous voyez que dans pour les que ça se développe. Ça se développe, il faut 15 ans. Et vous voyez la place qu'occupe le dépistage. Parce que quand on organise de dépistage, si les femmes se font dépister, on peut découvrir les cancers au stade précoce. Et le traitement est simple. Et la guérison est à 100%. Malheureusement, chez nous, les gens viennent généralement au stade terminal ou au stade incurable. Voilà. Donc, ça, c'est une des solutions que le gouvernement a mises en place aujourd'hui. Je donne l'exemple de la ville, province de Kinshasa. Ce n'est pas aussi garanti dans nos centres Non, il y a des centres où le dépistage est gratuit. Je donne l'exemple au centre hospitalier Nganda. Avec l'appui du gouvernement, les dépistages au niveau des Willery. Non, centre hospitalier Nganda, c'est quartier Nganda, Kitambo, côté Sakombi, donc cimetière de Kitambo en face. Il y a un centre hospitalier là où le gouvernement est en train d'expérimenter un guichet unique de dépistage. C'est un modèle, c'est pilote. Après évaluation, le gouvernement va étendre aussi dans d'autres provinces. Là-bas, le dépistage du cancer du sein est gratuit. Cancer du col de l'utérus est gratuit. Le cancer du foie est gratuit et les cancers colorectales. Ce sont des cancers un peu plus prévalents chez nous où le dépistage s'organise en masse et le gouvernement a mis des moyens. Tout le dépistage est gratuit dès la consultation jusqu'aux examens spécialisés. C'est gratuit. Mais cette gratuité ne se limite pas au dépistage. Dès qu'il y a diagnostic du cancer, aujourd'hui, le gouvernement achète des médicaments anticancéreux qui sont gratuits. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, nous sommes aujourd'hui dans 7 provinces où ces médicaments sont approvisionnés gratuitement pour les traitements des patients qui sont souffrant du cancer. Nous avons la province de Kinshasa, nous avons le Congo central, nous avons la province de la Chopo, nous avons le Haut-Katanga, nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu et la 7e province qui vient de s'ajouter, c'est la province du Sud-Ubangi. Mais je sais que dans 2 ou 3 mois, nous allons devoir ajouter 3 nouvelles provinces et on se passera de 7 à 10 provinces qui bénéficient aujourd'hui de la gratuité de médicaments anticancéreux. Pourquoi vous les faites très progressivement alors qu'il y a des besoins qui se présentent? Ce qui est vrai, c'est que les médicaments anticancéreux sont des médicaments dont la manipulation n'est pas donnée à tout médecin. Ce qui fait que nous partons pas à pas, nous choisissons les provinces qui ont des expertises, qui ont des spécialistes ou des médecins qui ont une certaine formation avancée dans le traitement des cancers, qui sont habilités à donner de bons protocoles et surtout à surveiller les effets secondaires de ces médicaments. Bref, le plateau technique. Ce qui fait que nous accompagnons certaines provinces. Dès que le plateau technique est bon, nous approvisionnons en médicaments. Il y a aussi un problème. Ça, c'est une catégorie de personnes, certaines estiment qu'ils vivent avec un handicap. Parlons des albinos. Cette maladie est beaucoup remarquée. Et c'est une maladie qui tue à tout moment. Les albinos, qu'est-ce qui est vraiment à la source? Bon, l'albinisme, en fait, les albinos, ça c'est une autre maladie. C'est aussi une maladie génétique. Notre peau est, vous voyez ma peau noire ici. Dans la peau, il y a un pigment. Donc, pigment, je dirais, ce sont des substances qui colorent nos peaux. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le pigment. Alors, nous avons un pigment qu'on appelle la mélanine. Et cette mélanine, c'est ce qui fait la différence entre les noirs et les blancs. Nous avons la mélanine qui colore notre peau en noir. Et cette mélanine, à part le fait que c'est un pigment, c'est-à-dire qui colore la peau, il a aussi un effet de protéger la peau contre les rayons ultraviolets. Donc, ça absorbe les rayons ultraviolets et puis ça les rejette. Donc, c'est ça un peu le rôle de ce pigment. Maintenant, chez les albinos, cette substance-là, la mélanine, fait défaut. Et c'est ce défaut qui fait que les albinos apparaissent comme de blancs et ils sont exposés plus aux maladies de la peau. Entre autres, le mélanome, le cancer de la peau. Parce que je vous ai dit, parmi les facteurs qui sont à l'origine, les facteurs de risque du cancer, on a aussi les rayons ultraviolets qui viennent du soleil. Alors nous, au moins, nous avons cette protection. La mélanine protège la peau. Mais chez les albinos, cette mélanine fait défaut, ce qui fait qu'ils sont plus exposés à ces maladies cutanées de la peau, entre autres les cancers de la peau, qui tuent plus la plupart des albinos meurent du cancer de la peau. Il y a une question qui provoquait vraiment des réactions. Il y a
Une personne qui nous a affirmé qu'un albinos ne peut pas arriver à atteindre l'âge de 70 ans ou soit 80 ans. Bon, ce qui est vrai, c'est que d'abord, ce sont des personnes vulnérables. Leur vulnérabilité, c'est plus pour les anomalies de la peau. J'ai expliqué, la peau joue beaucoup de rôles, hein, la peau que nous voyons. À part sa coloration, la peau régule aussi, on respire aussi par la peau, vous savez, non? La peau joue aussi un rôle dans la respiration. La peau aussi constitue une barrière physique pour empêcher l'entrée directe des microbes. Si on n'avait pas la peau, les microbes devraient directement entrer, vous voyez. Donc la peau joue un rôle, joue plusieurs fonctions et ça régule, même la température interne de l'organisme est régulée aussi au niveau de la peau. Ce qui fait que les troubles cutanés ont aussi une certaine répercussion sur la santé physique. Ceci expliquerait peut-être la réduction de l'espérance de vie chez les albinos. Mais cette étude, je ne sais pas trop, qui limite à moins de 7 mois. Moi aussi, j'ai déjà vu un albinos plus âgé. Je ne sais pas l'âge, mais j'étais en face d'un albinos âgé. Mais les albinos, ce n'est pas seulement chez les noirs. On a aussi des blancs qui sont des albinos. Ce n'est pas seulement une maladie de noirs, c'est une maladie de la race humaine. On a des blancs qui sont aussi albinos. Parce que les blancs aussi ont la mélanine, mais leur mélanine est différente de chez nous. Et s'il y a mutation aussi au niveau du gène de la mélanine chez les blancs, on a des blancs qui sont albinos. Parce que nous parlons des cancers d'une manière générale, mais quels sont les types de cancers plus remarqués en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, je vais citer peut-être 5 cancers qui sont le plus fréquents chez nous. En termes d'ordre d'importance, le premier cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein. Les cancers du sein frappent généralement les femmes, mais les hommes ne sont pas épargnés. Il y a aussi des hommes qui développent les cancers du sein. Cancer du sein. Chez les hommes, ça existe. On a déjà vécu des hommes avec les cancers du sein, d'autres sont traités, guéris. Même à Kin, on a des hommes qui ont été traités du cancer du sein. On a, en deuxième position, on a les cancers. Vous nous assurez que cette maladie est guérissable? Le cancer est guérissable, c'est curable, on traite les cancers. Mais le problème chez nous, comme nous l'avons souhaité et nous l'avons soulevé au départ, la plupart des gens viennent au stade incurable. C'est une maladie évolutive. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, ainsi de suite. Il y a une stadification pour chaque type de cancer. Et dans cette stadification, il y a des stades qui sont guérissables et à moindre coût. Mais aujourd'hui, la plupart des gens viennent au stade le plus avancé. Et le traitement devient lourd. Parce que la moyenne de traitement du cancer avancé à Kinshasa, au stade avancé, c'est entre 60 à 70 000 $ pour le traitement du cancer au stade avancé. Si le gouvernement n'appuyait pas la gratuité de médicaments, les patients devraient payer une moyenne de 60 000 $ pour se faire traiter du cancer. Ce qui fait que l'apport du gouvernement a sensiblement réduit le coût du traitement du cancer. Donc le gouvernement prend aujourd'hui une moyenne de 84% de frais liés au traitement du cancer. Docteur, en ces jours, moi je me place point focal de la coordination pour vous amener vraiment, parce qu'il y a des camps qui existent. On a des médicaments qui sont gratuits et ce sont des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Il y a certains médicaments, le flacon coûte 5 000 $ par flacon. Et c'est gratuit à Kinshasa. Ce sont des informations que vous, professionnels des médias, vous devez faire passer. Parce que le cancer aujourd'hui, c'est vraiment une question de devoir civique. Nous devons sensibiliser. Chacun doit jouer sa partition. Vous êtes professionnels des médias, vous êtes là pour la sensibilisation. Orienter les gens là où il y a le dépistage gratuit. Rassurer la population que c'est une maladie qui existe, c'est curable. Détecter tôt, la chance de guérison est à 100%. Ça, c'était le cancer du sein. À part le cancer du sein, le deuxième cancer le plus fréquent chez nous, c'est le cancer du col de l'utérus. Et on voit plus que ce sont des femmes qui ont un peu le poids du cancer un peu chez nous, frappe plus les femmes. Donc le cancer du sein, premier cancer le plus fréquent. En deuxième position vient le cancer du col. En troisième position maintenant viennent les cancers de la prostate. Après viennent les cancers du côlon et les cancers du foie. Ce sont des cancers un peu plus fréquents chez nous, chez les adultes. Mais aussi les cancers existent chez les enfants. Il y a des enfants à l'âge d'1 mois, 2 mois, ils peuvent développer les cancers. On a des cancers pédiatriques qui surviennent chez les enfants. Là, les facteurs de risque ne sont pas les mêmes que chez les adultes.
Mais au moins, il faut reconnaître que les enfants développent les cancers. Certains développent les cancers même avant la naissance. Pendant les cancers commencent à la période anténatale, après la naissance, jusqu'à l'âge de 15 ans, 18 ans, les enfants aussi sont exposés à développer certains types de cancers. Quels sont les premiers signes d'alerte que la population qui nous suit de partout devrait jamais ignorer? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de signes généraux qui peuvent être attribués à tous les cancers. C'est que je parle même de la spécificité de la lutte contre les cancers, c'est cette diversité. Chaque type de cancer a son histoire naturelle, c'est-à-dire comment il débute, comment il évolue. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Je donne l'exemple du cancer du sein qui est le plus fréquent chez nous. Ça commence par une petite sensation d'une boule, d'une masse au niveau du sein et qui passe inaperçue. Et c'est cette petite boule-là qui avance, ça prend de la masse, ça évolue, jusqu'à ce que ça suspecte maintenant à la femme, je sens qu'il y a une masse qui se développe. Et là, c'est peut-être après une année, 2 ans. Et ce qui fait que dans la prévention, l'autopalpation, les femmes peuvent se faire palper régulièrement les seins, l'observer, parce que dans les signes du cancer du sein, je parlais de la masse, la boule. La femme peut ressentir une masse au niveau du sein. Oui, je connais, il y a des filles qui ont été déjà d'ailleurs opérées des boules que vous venez de dire. Ils sont sortis, mais à un moment donné, les mêmes choses sont revenues encore. Bon, il faut voir qu'au niveau du sein, toute masse n'est pas cancéreuse, n'est pas obligatoirement un cancer. On peut avoir d'autres masses qui se développent au niveau du sein. Ça peut être un kyste. Vous voyez, donc ça peut être autre chose que les cancers, mais ce qui est recommandé, toute masse au niveau du sein doit faire l'objet d'une consultation médicale. Et l'examen courant, c'est soit l'échographie chez les jeunes filles, soit la mammographie chez les femmes un peu âgées, 40, 45 ans. Ils peuvent réaliser régulièrement la mammographie pour voir est-ce que c'est une masse suspecte pour le cancer ou pas. Voilà. Mais à part ça, il y a aussi des anomalies au niveau de la peau. La coloration de la peau peut changer sur les seins. Il y a aussi les anomalies physiques qui sont observables au niveau du sein. Les deuxièmes cancers les plus fréquents, comme les cancers du col, là, les signes ne sont pas de la masse. Là, c'est peut-être les hémorragies génitales. La femme ressent qu'il y a des écoulements vaginaux. Ça peut être... Ça, c'est spécialement pour les femmes. On est chez les femmes. On va passer un exemple chez l'homme, par exemple, le cancer de la prostate. On va parler de ça. Alors, pour le cancer du col, de l'utérus, ça peut se manifester cliniquement chez la femme, les symptômes, et de façon clinique. Elle peut sentir des douleurs, par exemple, au contact ou pendant les rapports sexuels, il y a des douleurs. Elle peut constater aussi les écoulements normaux, donc les sangs, à l'occasion d'urine, il y a sortie du sang, ou par exemple, au contact, il y a les sangs. Ça peut être aussi des sécrétions purulentes comme de pies, nauséabondes. Ça peut orienter vers la suspicion du cancer du col. Chez les hommes, par exemple, je prends l'exemple du cancer de la prostate. Les signes ne sont pas les mêmes que les autres cancers. Parmi les signes, il y a aussi généralement la difficulté d'uriner. Vous voyez, l'homme commence à uriner difficilement. Il sent aussi des gènes, mais il y a d'autres types avancés qui se manifestent ailleurs. Par exemple, au niveau des os, il y a ce qu'on appelle les métastases. Si c'est déjà au stade avancé, ça envoie d'autres cancers au niveau des os. Et là, la personne ne viendra pas avec des troubles urinaires chez l'homme, mais il peut venir avec des fractures pathologiques. C'est-à-dire, il se casse à l'occasion de rien. Peut-être un faux pas, il s'est cassé. Il faut faire attention. Ça peut être aussi un signe d'un cancer qui est déjà avancé, qui a envoyé des métastases au niveau des os. Donc, chaque type de cancer a un ensemble de signes qui donnent l'idée ou l'intention de faire un dépistage ou des examens appropriés. Y a-t-il des cancers qui peuvent être invités à la vaccination? Oui, exactement. Généralement, je donne l'exemple du cancer du col de l'utérus. L'agent causal qui est à l'origine de 99%, c'est un virus qu'on appelle le HPV. Et dans la prévention, il y a la vaccination que notre gouvernement s'est résolument engagé. D'ici l'année prochaine, on va introduire la vaccination contre les HPV. Ça permet d'éviter
le développement du cancer du col de l'utérus. Mais à côté de la vaccination, il faut toujours se faire dépister. Deuxième exemple des cancers qui peuvent être évités par la vaccination, c'est le cancer du foie. Parce que les cancers du foie, l'agent causal généralement, ce sont le virus des hépatites. L'hépatite B et C, c'est ce type de virus qui crée cette hépatite et à la longue, ça prédispose au développement du cancer du foie. Et aujourd'hui, on a la vaccination contre les hépatites B et C qui est dans notre calendrier vaccinal qu'on fait généralement vacciner nos enfants. Ça les protège aussi contre les cancers du foie. Donc, il y a certains cancers qui sont évitables, qu'on peut réduire l'incidence par la vaccination. Quels sont aujourd'hui les principaux défis de la prise en charge des malades du cancer en RDC? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de défis et la lutte contre les cancers en RDC que nous sommes en train d'implémenter a plusieurs axes. On a la communication, ça c'est un axe de lutte contre les cancers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis liés à la communication, entre autres. C'est une maladie qui n'est pas trop connue. Aujourd'hui, nous sommes en train de fédérer les leaders d'opinion, les ONG, les ASBL, les professionnels de médias et puis les leaders communautaires à renforcer la communication sur les cancers. Bref, c'est une maladie qui existe. Le dépistage et la prévention et d'autres moyens de prévention permettent de réduire sensiblement la survenue ou au cas où c'est diagnostiqué au stade plus précoce, le traitement est rassuré. Mais aussi, on a des défis liés aux ressources humaines, par exemple. Les spécialistes du traitement des cancers, que nous appelons les oncologues, le pays ne compte pas plus de 7 oncologues au Congo qui sont spécialistes pour le traitement du cancer. Et ces oncologues sont plus dans des milieux urbains comme à Kinshasa, à Lubumbashi, Goma, Bukavu, qu'est-ce que le gouvernement attend pour ajouter? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'inciter les médecins à se faire spécialiser dans le domaine du traitement du cancer. Et dans une perspective très prochaine ici, nous allons ouvrir la spécialisation en oncologie médicale aux cliniques universitaires de Kinshasa, ce qui fera que le Congo va commencer à former ces spécialistes de traitement du cancer localement, parce qu'ils sont formés ailleurs. Au Congo, il n'y a pas une faculté de médecine ou des cliniques universitaires où il y a une spécialisation pour être spécialiste en traitement du cancer, non. Alors, en dehors de ça aussi, il y a le problème des diagnostics, parce que les cancers ne se limitent pas à l'observation clinique. Il faut faire un diagnostic précis. Et la spécialité médicale qui nous pose le diagnostic du cancer, ce sont des anatomopathologistes. Au Congo, ils sont dans les trentaines seulement, et répartis dans de grandes villes. Donc, il y a des provinces, plus de 17 provinces n'ont pas de spécialistes pour le traitement des cancers. Ils n'ont pas de spécialistes pour poser le diagnostic au laboratoire du cancer. Et puis la suite, c'est que dans ces provinces, organiser le traitement du cancer semble compliqué, ce qui fait que nous partons pas à pas, nous accompagnons certaines provinces dès qu'ils ont un plateau technique approprié et on commence maintenant à approvisionner aux médicaments. Très bien, malgré, vous voyez quand même dans ce secteur-là, le gouvernement marque son absence. Les traitements... Non. Le gouvernement ne marque pas l'absence, le gouvernement s'est investi aujourd'hui. Mais quand même, il y a des provinces où il n'y a pas... C'est ce que je vous ai dit. On est à 6 ans d'existence, on ne peut pas se comparer à des programmes qui ont 50 ans, 60 ans. Il y a même des programmes qui sont plus vieux que la RDC, qui ont commencé à l'époque coloniale. Nous sommes à 6 ans d'existence. C'est ça le défi, je t'ai dit. Les médicaments du cancer, on ne peut pas les remettre à n'importe quel établissement de soins, à n'importe quel médecin. Il faut des gens qui ont une très bonne formation. Parce que les médicaments ont aussi des effets secondaires et qui peuvent tuer plus de malades que le fait souhaité. Ce qui fait que nous choisissons des provinces, nous choisissons des hôpitaux qui ont une certaine expertise pour manipuler ces médicaments. Les provinces qui n'ont pas, on les accompagne petit à petit par des formations capacitantes et au besoin, à la longue, je vous ai dit, si la faculté de médecine de l'INIKIL, le projet avec qui nous sommes en train de développer, arrive à ouvrir une spécialisation en oncologie médicale ici, on va envoyer les bourses. Chaque province pourra envoyer ne fût qu'un médecin pour se faire spécialiser dans le traitement du cancer. Merci beaucoup. Quel est l'impact psychologique du cancer sur les patients, mais aussi sa famille?
Exactement. Vous savez, au départ, si on vous annonce que vous êtes quand même attaqué du cancer, ça devient compliqué. Ce qui est vrai, ça aussi, c'est un aspect. Donc, dans beaucoup de pays où on a visité en Europe, par exemple, France, en Asie, l'Inde, aux États-Unis, on a été là dans des grandes conférences, dans des grandes missions d'échange d'expériences. Le diagnostic du cancer ne s'annonce pas comme celui du paludisme où on vous dit non, monsieur ou madame, voilà, les résultats là, tu as plus D, tout ça. Non. On prépare le patient ou la patiente à comprendre sa maladie, à comprendre le processus du traitement, parce que les traitements du cancer, ce sont des traitements qui sont au long cours. Il y a ceux-là qui sont soumis au traitement pendant 5 ans. Il faut préparer la personne, il faut préparer son entourage. Donc, il y a une psychothérapie qui est une des méthodes de traitement du cancer et l'accompagnement psychologique. À Kinshasa, par exemple, on a des psychologues cliniciens qui sont dans notre équipe qui accompagnent l'aspect psychologique. Parce que quand on annonce les cancers, la plupart donnent l'image de la mort déjà, ou la mort certaine dans quelques jours. Ce qui n'est pas le cas. Il faut rassurer le patient que non, les cancers ne veut pas dire la mort. Non, il y a les traitements curatifs pour la guérison qui existent. Et vous, comme malade, vous avez un rôle à jouer. Voilà le processus du traitement. Voilà combien de temps ça peut prendre. Quel est ton rôle à jouer? Quel est le rôle de la famille? L'accompagnement de la famille. Il faut éviter cette discrimination-là. Ce qui fait que certaines personnes avec suspicion du cancer, ils se sentent un peu discriminés. Et ça réduit même les efforts que nous effectuons aujourd'hui dans la lutte contre les cancers. Et là, nous avons mis en exergue un accompagnement psychologique avec des spécialistes qui sont des psycho-oncologues. Donc, ils ont une formation en psychologie et plus orientée pour les patients cancéreux. Merci beaucoup. Je prends cette question parce que c'est très pertinente. Les croyances, les traitements traditionnels retardent-ils aujourd'hui parfois la prise en charge médicale? Exactement, c'est ça cette question que nous avons souvent soulevée. Nous savons que les traitements traditionnels, c'est un des procédés de traitement en médecine aujourd'hui. On ne peut pas refuser, mais il y a beaucoup de défis dans les traitements traditionnels. Pourquoi? Même les médicaments qu'on fabrique, il y a certains médicaments dont on extrait des plantes. Mais dans les traitements du cancer aujourd'hui, je n'ai pas vu la place du traitement traditionnel. Parce que le traitement du cancer, je te dis, c'est un traitement précis. Chaque type de cancer a un procédé thérapeutique. Le cancer du sein n'a pas le même protocole que le cancer du col, n'a pas le même protocole de traitement que le cancer de la prostate, n'a pas le même protocole de traitement que le cancer des os, n'a pas le même protocole de traitement que le cancer du foie, n'a pas le même protocole de traitement que le cancer de l'estomac ou de l'œil. C'est ça un peu la diversité. Ce qui fait qu'avant de traiter, il faut poser le diagnostic précis. C'est quel type de cancer? Je donne un exemple encore plus probant. On peut avoir 10 femmes. Toutes ces 10 femmes souffrent du cancer du sein. Vous comprenez? Mais toutes ces femmes n'auront pas le même traitement. Tu vois un peu encore la complexité du traitement du cancer. Nous pouvons avoir 10 femmes, toutes ces 10 femmes cancer du sein, mais les 10 femmes cancer du sein n'auront pas le même traitement. Chaque femme peut avoir un traitement personnalisé propre à lui, ce qui limite l'apport de la médecine traditionnelle dans le traitement du cancer. Et ce que nous recommandons, que les praticiens ne gardent pas des hommes ou de femmes qui ont une suspicion du cancer. Il faut les envoyer plus dans des centres spécialisés qui peuvent poser des diagnostics précis et donner des traitements adaptés et personnalisés. Docteur, c'est une question très très pertinente. Je préfère tout le bilan bouquet na linga la magamuno so touti kolobawa pour permettre d'abattre partout bazar bala na biso parce que c'est ils ont maladie ils sont bon sans koye bango. Vraiment en quelques mots nini ezali cancer et comment l'éviter? Alors, on a beaucoup ces cancers, ils ont maladie oyo, ils ont manifesté un développement rapide et désordonné à la cellule. Parce que pour que la cellule oyo composée en zone on a biso et se multiplier, nous autres ils ont un mécanisme moko programme à division. Parce que division on a ce qu'ils a perturbé des causes à cancer.
na ba facteur de risque na lobby tous na ba facteur de risque au biso tukoki ko prévenir arriver na yango, entre autres arrêter ko fumer parce que le tabagisme yango e causera ba cancer ebele. Forte consommation d'alcool eza associé na ba cancer ebele. Na lobby makambo ya alimentation lelo babilo toujours lié à ebele sans contrôle eza pe un des facteurs qui explique la survenue à cancer. Na lobby pe makambo ya obésité, batou bazana ba taille ya minene, il faut régulièrement des exercices physiques, ça prévient aussi le développement du cancer. Mais à part ça, je parlais aussi des facteurs environnementaux. Na ba milieu na biso ya misala, toza chaque jour exposé na ba substance chimique misusu oyo ezali pe ko prédisposer na développement ya cancer. Ba pompe na biso ya essence, na lobeli pe makambu ya ba antenne ya ba biloko ya ba télécommunication, tout ça ils ont mettre pe ba réunion où ils associent na développement et ba cancer misusu. To petit exemple même ya ba téléphone, usage abusif ya téléphone na matoi, tout ça parce qu'il y a des ondes qui sont émises et qui peuvent aussi être à l'origine du développement et cancer. Na ba facteur environnementaux na lobeli ba facteur physique, donc ba rayonnement ultraviolet ya moi, ya ba examen misu tout ça la na hôpital net ba radiographie, ba radiothérapie, tout ça, ça aussi un impact sur la survenue à cancer. Na ba rayon ultraviolet ya moi, ba rayonnement ionisant, bref. Mais à part ba facteur physique, chimique dans lobby, produits chimiques et belés toujours manipulés qui sont dans nos histoires que nous utilisons aujourd'hui avec l'industrialisation, c'est aussi associé à la survenue de beaucoup de cancers qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions. Voilà. Mais à part ça, tous appellent na microbes misusu oyo et causera cancer na lobby loko la virus ou na HPV. Il y a un causera cancer ya col na tozana ba microbe misusu neti o causera gastrite pour gastrite pesa radina ba microbe misusu to benga ngo Helicobacter pylori yango pe causera cancer ya estomac na lobeli ba hépatite eza ba maladie virale eza dina microbe hépatite B et C yango pe ezalaka à l'origine ya cancer ya foie yango to sengaka bana na biso bazwa vaccin ya contre hépatite et puis ba jeune fille na biso de 9 à 15 ans il faut bazoa ka vaccin contre HPV oyo après 10 ans 15 ans 20 ans ikoki couper sa bango cancer ya col. Voilà, donc c'est en résumé il y a ngonde to lobi ba facteur ya risque ya cancer. Mais la prévention il faut qu'on évite ba biloko wana. Mais avec l'âge aussi ni na yebisa que âge peut prédisposer na développement ba cancer misusu na âge ba 45 ans il faut ba maman na biso ba kenda ko sala chaque 3 ans ou 4 ans ba kenda ko sala mammographie pour na cancer ya col il faut ba sala ka test mo to bien ya HPV ou il a est-ce qu'il y a déjà en contact na virus wana oui ou non pour que bazo bango en charge bien avant. Est-ce que coordination is appelée ouverte pour na batonyo sobo ba oyo bazolinga peut-être lelo baza la ba partenaire na bino en matière de communication ba ONGD pour banda ko pesa ma information nécessaire sur ces maladies. En tout cas au toucher point moko est important biso na stratégie de communication na biso to zo salela d'abord communication officielle du ministère ou les garana ba relais communautaire. Mais en dehors de ça, tous en a une plus de 60aine ONG Asbel Oyo to sala ka ilongo na bango pour la sensibilisation bazala na terrain to appuyer ka bango pour la communication bango mo pe bazana ba mécanisme na bango ba lukela rango ba financement baza sur terrain ba sensibiliser ka ba ONG ya minene oyo basunga biso na sensibilisation. Mais entre autres tous outil peu en place une task force qui a ba professionnel et médias quelques chaînes déjà appuyé à Bisso avec qui tu coopéreras dans l'activité Nabiso, mais on doit vraiment élargir chaîne nombre pour que couverture est maximale et puis tous allons une forte sensibilisation pour changer maintenant comportement et prévenir que c'est prévenir le cancer, mais en dehors de ça ni gouvernement na biso ezali ko sala lelo na makambo matali traitement ya bukono ya cancer. Merci beaucoup, ça n'est complètement fini pour aujourd'hui, mais un message à tous ces gens là qui nous suivent du pardon. Message ezali que lelo tolobi prévention ya cancer ezali oyo tolobi vaccination pour na ba type ba cancer misusu
mais dépistage. Na dépistage gouvernement na biso ateli biso dépistage ya ofele auto bengi yango guichet unique de dépistage. Eza projet pilote to bandi on a Kinshasa lelo inane, mais soki to sali évaluation to senga na gouvernement na biso a étendre yango pour que to couvrir 26 provinces dépistage ya cancer ezala gratuit ninge za lelo na Kinshasa. Cancer ya sein, cancer ya col ba mama na biso ba ko kende na centre hospitalier Nganda na commune ya Kitambo en face ya cimetière ya Kitambo, hôpital ya Munene zawana dépistage eza gratuit. Bako senga yo iloko moko te banana consultation tina ba examen za ba spécialiste nde bazo sala yango eza ofele na compte ya gouvernement. Na situation oyo ba poser diagnostic ya cancer, le gouvernement na biso azo appuyer ba hôpitaux oyo eza sélectionné pour le traitement ya cancer na kisi eza ofele. Et puis radiothérapie pour traitement cancer musu ba traitaka na radiothérapie eza ba rayon au télémi ba bombarder ba cellules cancéreuses wana rayon. Traitement ya radiothérapie pe eza ya ofele. Eza ba traitement très coûteux. Gouvernement na biso azo bimisa mo solo pour na traitement ya ofele. Population il faut azala na information akende ku bénéficier na cas ya diagnostic ya cancer na traitement ya ofele. Mais le plus important ezali dépistage o eza ofele to sengi ba mama na biso bandeko na biso ya mibali bakende ku se faire dépister gratuitement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le cancer n'est pas égal à la mort. Donc il y a un espoir, il y a une manière de survivre à cette maladie en suivant les processus. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. On recevait sur ce plateau Dr Pengelimbe Benjamin. Il sera avec nous là pour parler d'autres maladies bien sûr, mais aussi marteler plus sur les cancers. On se retrouve très prochainement. Si vous l'avez suivi, dites merci à Dete Mouya qui était à la régie. Mouya aussi, John était également dans la régie. Jevo Torres et bien Makas bien Lissoussou était là derrière les caméras. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ciao. Merci.